Renaud Chassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef opérateur image. On va resituer un peu votre carrière. Vous avez démarré en 1999 avec Elle et lui au 14e étage de Sophie Blondy. Puis en 2004 avec Trois petites filles de Jean-Louis Houbert. On peut également citer la photo de 30 degrés couleur de Lucien Jean-Baptiste, La vie domestique d'Isabelle Tchaïka, Le temps des aveux et plus récemment la réparation de Régis Varnier, mais également Goliath, Sauver ou périr, L'Abbé Pierre de Frédéric Tellier. Et vous êtes ici à Cannes pour L'abandon de Vincent Garanc, avec qui vous avez déjà travaillé sur Présumé coupable, L'enquête et Au nom de ma fille. Tout à fait. Voilà. Donc, on reparle de L'abandon. L'abandon, c'est un film qui revient sur les 11 derniers jours de Samuel Paty, cet enseignant qui a été assassiné. Quand vous avez lu le scénario, quelle était votre première réaction ? Ma première réaction, c'est que je connaissais vraiment pas tous les détails de cette histoire incroyable. J'avais évidemment entendu parler de ce drame, mais je connaissais pas tous ces détails. Moi, c'est ça qui m'a d'abord vraiment interpellé, quoi. La façon dont tout s'est déroulé. Et en quoi consistaient vos discussions préalables avec le réalisateur ? C'était quoi ses envies, lui, en termes de traitement d'image ? Au niveau de l'image, ouais. Très vite, Vincent a voulu faire un film de cinéma, entre guillemets, c'est-à-dire avec des vraies intentions de lumière, de cadre. Et donc, ce que je fais depuis le début d'ailleurs avec lui, sur tous ses films précédents, c'est faire un moodboard avec plusieurs références de films, de photos, de peintures éventuellement. Et on partage ça, parce que je trouve ça très compliqué, moi, de parler d'ambiance, d'image. On partage ça, et je lui fais d'abord un espèce de bloc avec plusieurs photos. Lui, il les regarde, me dit celles qu'il aime, celles qu'il n'aime pas, et à partir de là, moi, ça me donne vraiment des idées pour recentrer et faire un moodboard très précis sur les envies artistiques du projet, quoi. Dans L'abandon, il y a une scène on va dire, d'ouverture qui est très intéressante d'un point de vue esthétique. Est-ce que déjà vous pouvez nous la raconter, nous dire comment vous l'avez tournée ? Alors Vincent a voulu cette introduction où on est vraiment dans l'intériorité de Samuel Paty, et il voulait que ça soit une séquence qui sorte du réel. Donc on s'est posé beaucoup de questions de comment tourner cette séquence où on voit évoluer Samuel Paty dans un couloir avec cette voix off de Samuel Paty. Et c'est une idée de Benjamin Groussin, qui était cadreur en deuxième caméra, et qui nous a proposé pendant les essais caméra de faire ce fameux plan avec le comédien sur un chariot et la caméra intégrée. On roule en même temps que lui, donc on a vraiment cette sensation de glissade. On a mis un 24 mm très proche de son visage. On a mis une dioptrie pour avoir le point, parce que le minimum de point était vraiment proche. Et en fait, la dioptrie a créé un gros vignettage qu'on a gardé. Finalement, cet accident s'est finalement retrouvé inclus dans ce qu'on voulait faire, parce que ça crée un vignettage qu'on a accentué ensuite à l'étalonnage. Alors, il y avait quand même ce sentiment de glissade un peu trop précis quand on a tourné. À l'étalonnage, on a rajouté vraiment des petits mouvements comme des petits mouvements d'épaule, petites glissades, des scintillements, du grain, pour rendre le mouvement moins fluide. Voilà comment on a fait ce plan. Il a été tourné en combien de temps ? Il a été tourné je pense en 1 heure, vu le plan de travail chargé, on a fait ça très vite. Ouais. Mais on avait fait des essais avant, évidemment. Et sur le traitement de l'image, on a des identités chromatiques qui sont assez marquées, si je puis dire. Je pense notamment à toutes ces séquences qui montrent le futur assassin de Samuel Paty. Quelle était l'intention derrière et comment vous avez mis ça en place ? Alors, en fait, Vincent voulait que le terroriste n'apparaisse pas à l'image, enfin en tout cas pas son visage. Il voulait pas trop l'humaniser, il voulait que ça reste un peu une figure fantomatique. Donc on a tourné toutes ces séquences d'appartements dans un cube quasiment noir. Moi j'ai mis une ampoule, c'était presque vraiment abstrait. Et on a fait en sorte de pas trop le sentir, avec des contre-jours très forts, une mise au point qui est sur son téléphone et pas sur son visage, des décadrages aussi qui rendent vraiment les séquences intérieures du terroriste
assez abstraite. Mhm. C'était vraiment une volonté de Vincent de garder ça jusqu'au bout. Même à la fin, on est dans son dos, on n'est jamais face aux terroristes pour me faire un peu monter aussi la pression en termes de cinématographie, quoi. Le film parle aussi voilà, d'un engrenage qui va avoir des issues dramatiques. Comment on arrive à traduire à l'image cette idée d'ivresse du mensonge, parce que tout part d'un mensonge qui va ensuite être monté en épingle, si je puis dire, et dont les réseaux sociaux vont servir de caisse de résonance. Comment on arrive justement à traduire à l'image l'ivresse du mensonge et son issue dramatique? Mais il y a toute cette séquence où Bachira, donc la fille qui a menti, raconte comment s'est passé son cours, où elle ment en fait. Et en parallèle, il y a cette séquence où on montre la séquence inventée en fait par Bachira. Et là, on a fait un traitement complètement déréalisé en fait, avec des effets de lumière, des teintes magenta qui sont pas du tout réalistes. J'ai même rajouté un deuxième effet de projecteur vidéo qui crée encore un espèce de malaise dans cette séquence, parce qu'on se retrouve avec de gros flares dans cette séquence. Donc voilà, on a accentué ça avec la lumière en jouant vraiment avec des outils de caméra, quoi, pour montrer qu'évidemment son mensonge était évident, quoi. Justement, en parlant de caméra, quelle caméra et quelles optiques avez-vous utilisées? Alors je suis parti sur l'Alexa 35, une caméra que je connais bien. Je trouve que c'est une caméra qui a une latitude incroyable au niveau de la courbe de diaph. On avait surtout besoin parce qu'on a beaucoup d'extérieur dans tous ces décors. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de haute lumière. Et l'Alexa 35 a permis vraiment de récupérer énormément de détails dans les baies vitrées, tous les extérieurs cours de collège. Donc ça, c'était d'abord pour cette raison. Et ensuite, c'est pour la texture que moi je peux utiliser avec cette caméra. J'aime beaucoup utiliser du grain, rajouter du grain dès la prise de vue. Donc on est allé assez fort au niveau du grain sur le tournage. Et les optiques? Et les optiques, c'est des optiques ukrainiennes, qui sont des Xelmus anamorphiques. Pardon. Il y en a, je crois, assez peu dans le monde. On a réussi à en trouver en Suède. C'est des optiques qui ont des défauts, qui sont des optiques modernes, mais qui reproduisent un peu les effets d'optique vintage, avec des flous sur le bord, des flares assez forts. Et puis surtout, elles sont vraiment pas piquées, quoi. Il y a quelque chose de très 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 doux sur les visages, doux sur l'ensemble de l'image aussi dans les courtes focales. Enfin voilà, moi je voulais que ça soit qu'on ait un peu de décalage aussi avec l'histoire. Et je trouve que ces optiques ramenaient aussi en plus un peu ce décalage, qu'on soit pas trop réaliste aussi dans l'image, sans prendre le pas sur évidemment la narration, mais je trouve qu'elles ont vraiment du caractère, quoi. C'est Xelmus. On l'a cité tout à l'heure, c'est votre 4e collaboration avec Vincent Garrinck. Comment vous jugeriez votre évolution? Est-ce que vous diriez qu'il y a une évolution parallèle dans votre collaboration? Comment définiriez-vous la manière dont votre collaboration a évolué au fil des films? Vincent s'est rencontré en 2010 sur son 2e film, qui était Présumé coupable. À l'époque, il y avait du numérique, mais il n'y avait toujours pas l'Alexa. L'Alexa n'était pas sortie. Donc on a hésité à tourner en Canon 5D. On a fait des tests, mais qui n'étaient pas concluants. Et j'ai poussé, moi, Vincent, et j'ai demandé aussi à la production de pouvoir tourner quand même en chimique. Donc on est parti avec la Tonne 35, 3 perfs à l'époque. Et on cherchait une image brute, un peu à la Raymond Depardon. On voulait faire une image un peu presque documentaire. Donc on est parti en fait avec Vincent au début de notre rencontre sur ce côté un peu brut, caméra, du grain. Et au fur et à mesure des films, ensuite il y a eu l'enquête. Le 2e film, le numérique avait évolué, l'Alexa a été sorti, donc là on est parti avec une Alexa. Mais ça restait encore... Il n'y a pas vraiment de lutte très marquée. Donc je trouve que l'enquête reste un film assez naturaliste dans un numérique assez propre. Et au fur et à mesure, on s'est approprié, moi aussi, le numérique, et on est allé dans quelque chose de beaucoup plus sophistiqué sur les 2 autres films qui étaient au nom de ma fille et maintenant L'Abandon. Et puis il y a aussi la mise en scène où on était dans le Présumé coupable, dans un côté très épaule, très brut aussi à la caméra.
Et sur l'abandon, on a beaucoup plus d'outils. Donc on a beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de mouvements aussi. Donc on a chacun évolué de notre côté et je trouve que sur l'abandon, ça y est, en tout cas, on a quelque chose qui a vraiment évolué, quoi. Est-ce qu'on se sent une responsabilité quand on travaille sur des sujets comme celui-ci? Évidemment, évidemment. Et l'idée, c'était vraiment de faire une image qui a l'air sobre, mais qui était quand même sophistiquée et qui n'allait pas prendre le pas sur la narration, sur les comédiens et sur l'histoire de Samuel Paty, évidemment. Donc les précédents films avec lesquels vous avez collaboré avec Vincent sont tous inspirés d'histoires vraies. Comment justement on arrive à s'emparer du réel pour créer du cinéma? Est-ce que justement partir sur un matériau inspiré de faits réels est quelque chose d'intimidant ou au contraire stimulant? Comment vous l'appréhendez? C'est intimidant au départ, mais surtout sur l'abandon, sur une histoire aussi tragique. On a envie d'être humble aussi dans notre façon de tourner et de filmer. Mais je pense qu'il a fallu dépasser ça parce que Vincent avait vraiment envie de mise en scène avec des plans très spécifiques, avec une image forte, avec des contrastes, avec des couleurs. Donc oui, c'est des histoires vraies, mais je pense qu'il faut pouvoir dépasser le côté intimidant là-dessus et de faire un film de fiction, parce que ça reste un film de fiction, on n'allait pas faire un documentaire. Donc une fois qu'on dépasse un peu ça, on s'est laissé une grande liberté dans la façon de tourner. Et dans les cadres, on a beaucoup joué sur les décadrages, et dans les lumières, où on avait une lutte très particulière dès le départ. Est-ce qu'on se sent une responsabilité quand on travaille sur des sujets comme celui-ci? Évidemment, évidemment. Et l'idée, c'était vraiment de faire une image qui a l'air sobre, mais qui était quand même sophistiquée, et qui n'allait pas prendre le pas sur la narration, sur les comédiens, et sur l'histoire de Samuel Paty, évidemment. Il y a aussi une notion qu'on n'a pas tellement abordée sur ce film, c'est celle de contraste. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez nous parler? Parce que c'est un film qui joue aussi beaucoup sur les contrastes. Ouais, qui joue sur les contrastes, sur la profondeur des noirs, sur des directions de lumière assumées. Alors en préparant le film, j'ai lu que Samuel Paty était fan de The Cure, un groupe New Wave avec une imagerie un peu sombre. Et il a fait un mémoire sur la symbolique de la couleur noire. Je trouvais ça étonnant. Et on est parti là-dessus, en fait. On est parti sur des choses, en tout cas en étalonnage, assez contrastées. En fait, l'image à la base n'était pas trop. C'est Florine, la cohortientiste qui nous a fait, Florine Bell, qui nous a fait 3 luttes de base avec des teintes différentes, qui n'étaient pas si contrastes que ça. Et à l'étalonnage avec Jérôme Bigger, on avait envie d'aller beaucoup plus loin. Et sur des plans de drone où on ajoute une lutte pour que ça raccorde avec le reste. En fait, on s'est trompé, on a mis une lutte de drone, en fait, qui était destinée au drone, sur les images de Alexa. Et il y a eu un truc très étrange d'un seul coup de contraste beaucoup plus fort, de couleurs qui se mélangeaient, l'autre lumière qui vrillait un peu jaune, qui allait en opposition avec le cyan et le magenta. Enfin, on a testé ça sur un plan, puis sur un deuxième, sur un troisième, on s'est dit non, il faut assumer, on va mettre deux luttes. Deux luttes, et donc qui crée un peu ce contraste dont vous parlez. Et l'étalonnage a duré combien de temps? L'étalonnage a duré 14 jours avec toutes les sorties HDR inclus, quoi. Et c'est quoi le principal défi sur l'étalonnage? Le principal défi pour moi, c'était de faire passer le temps, parce qu'en fait, le film se déroule sur 10 jours, et de comprendre un peu les variations de journée dans des décors qui étaient similaires. Donc j'ai joué évidemment sur des changements de lumière, mais aussi beaucoup sur des changements de teintes. Et on s'est vraiment amusé à changer les teintes sur quasiment toutes les séquences. Donc on avait besoin de toutes ces luttes préparées pour sur le tournage déjà assumer des directions de lumière et des teintes différentes selon les séquences. Donc c'était ça le challenge. Et puis aussi, on parlait des noirs, mais d'avoir toujours un petit peu de détail, quoi, dans les contrastes. Merci beaucoup. Merci. Merci.